puisqu'on a aujourd'hui 250 sociétés à mission qui a quadruplé sur la dernière année. Donc, on vous présente un exemple ici. Alors, il y aura plusieurs exemples tout au long de la présentation. C'est des exemples qui nous sont semblés intéressants à souligner et il y en aura davantage encore dans la publication qui sera communiquée après. Donc ici, on a pris l'exemple de Worldline et ce qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est vraiment la mention dans le document d'enregistrement universel au sein de l'information juridique de cette nouvelle raison d'être qui souligne vraiment l'importance attribuée à cette nouvelle dimension. Et je vais passer la main. Bonjour à tous, Laura Momiki du cabinet Ernst & Young et Senior Manager dans le service Sustainability. Je vais vous parler donc de stratégie et objectifs. Le premier focus concerne la part des sociétés formalisant une démarche RSE, assortie d'objectifs quantitatifs qui continuent de progresser. Donc, le premier constat, c'est qu'on atteint le 80%, 80 entreprises sur les 100 du panel formalisent une stratégie RSE ou développement durable pluriannuel. Et donc, on est sur des horizons à 3 à 5 ans, la quasi-totalité des démarches. On peut aussi avoir des ambitions à plus long terme, 2030, 2040, 2050. On vous fait un zoom sur la répartition sectorielle. Donc, tous les secteurs sont représentés sur du panel et tous s'engagent sur une stratégie pluriannuelle. À noter cependant que cette tendance sectorielle que l'on présente ici est vraiment basée sur le panel et pas forcément représentative du secteur dans son ensemble. On a retenu un exemple ici, l'exemple de Veolia avec sa stratégie Impact 2023, où ce qui est intéressant, c'est Veolia essaie vraiment d'effacer cette frontière entre la performance financière et la performance extra-financière, met en place une stratégie qui mesure une performance à la fois environnementale, commerciale, économique et financière, et aussi sociétale et sociale. Veolia n'est pas le seul sur la place à aller dans cette direction, mais c'est toujours intéressant de le noter. Le deuxième exemple ici sur ces stratégies RSE pluriannuelles, on a relevé Sodexo avec sa stratégie Better Tomorrow 2025. Et ce qui est intéressant avec Sodexo, c'est montrer que même dans des secteurs complexes comme la restauration collective, avec le caractère diffus de ces activités, de ces opérations, Sodexo a réussi à coordonner et à se fixer 9 engagements et objectifs pour 2025 dans un contexte avec des activités diffuses et une présence géographique élargie. Et dans ces engagements et objectifs, on voit qu'il y a un vrai effort aussi de quantifier ces objectifs, ce qui m'amène à ma slide suivante, où là, on est dans l'analyse de ces objectifs quantifiés. Et donc, on a l'information ici qu'on vous présente. On a 3 grands blocs, environnement, social, produit, divisés en 11 sous-thématiques et avec un top 3. Donc, la place numéro 1 revient au climat avec l'objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Donc ici, 93% des entreprises du panel se sont fixés des objectifs quantitatifs sur cette thématique-là. C'est en augmentation de 16 points par rapport à l'année dernière, donc comparatif 2019-2020. Sur la place numéro 2, on est sur l'égalité femmes-hommes. Donc 71% des entreprises sont engagées avec des objectifs quantitatifs. Et c'était en augmentation de plus 24 par rapport à 2019. Le podium, la place numéro 3 du podium revient à un nouvel entrant qui détrône santé et sécurité. Santé et sécurité qui est toujours à 45, mais donc cette 3e place revient à l'économie circulaire et gestion des déchets.
54% des entreprises ont choisi de se fixer des objectifs quantitatifs. On peut aussi mentionner les achats responsables à 48% au niveau des produits. Et on voit, si je reviens sur l'économie circulaire, qu'on est vraiment dans le reflet du momentum, de l'impulsion que les pouvoirs publics donnent dans cette direction, mais pas que. Il y a une vraie conscience maintenant des consommateurs, une vraie implication des consommateurs sur les impacts des sociétés. Et on voit que les sociétés sont finalement au rendez-vous pour répondre à ces attentes. Toujours dans les objectifs quantifiés, quelques chiffres clés, je passe rapidement. Sur le top 1 relatif au climat, donc c'est 100% des secteurs du panel sont bien engagés sur ces objectifs climat. 3 thématiques moins développées, donc notamment la biodiversité, l'eau, la pollution industrielle. Et si on fait juste un zoom rapide sur des tendances sectorielles observées, on a environ 83% des entreprises des secteurs industriels et automobiles qui s'engagent sur la santé-sécurité. Donc là, c'est tous les sujets de taux de fréquence, des accidents graves, des programmes de bien-être au travail. On a environ 70% des entreprises de la grande consommation de l'immobilier qui s'engagent sur la gestion des déchets, avec toutes les notions de recyclabilité, zéro déchet des décharges, les déchets dans les produits alimentaires, les emballages. Et environ 60% des entreprises grande consommation, immobilier et transport s'engagent sur l'impact de leurs produits. Donc, avec les notions de éco-conception des produits, réduction de l'empreinte carbone des produits. Ici, on a l'exemple de LVMH. Donc, LVMH qui s'est fixé donc avec sa stratégie Life 360 dans la continuité de son plan Life 2020, qui s'est fixé vraiment des objectifs sur la protection de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique, l'économie circulaire, la transparence sur la traçabilité des produits. Et donc, on voit que sur chaque pilier, finalement, il y a des objectifs quantitatifs assez précis et en plus une timeline avec des échéances clés 2023, 2026, 2030. Donc, une vraie volonté de relever les compteurs, si je puis dire, de façon régulière pour s'assurer que ces objectifs seront en ligne. Si on passe au sujet climat, donc le sujet climat, on fait un zoom sur les référentiels internationaux. Donc, le premier point qu'on vous présente, ce sont les 3/4 des entreprises s'inscrivent progressivement dans le cadre proposé par la TCFD. Alors, je rappelle, la TCFD, c'est la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Et sur ces 3/4, on a 52% des entreprises qui sont en alignement complet sur les 11 recommandations de la TCFD. Et ces 52% sont la résultante d'une augmentation de 18 points comparé à 2019. Donc, on passe de 34 entreprises à 52. Et Pardon, en toute rigueur, il vous reste 5 minutes pour la partie présentation de ce chapitre. Très bien, merci. Je suis passionnée, donc je parle. Et donc, juste le dernier point ici sont les 26% où aucune mention des éléments de la TCFD. Rapidement pour la partie SBTI. Donc, je vous rappelle, SBTI, c'est the Science Based Target Initiative. Donc, 61% des sociétés du panel de l'étude ont un objectif approuvé par la SBTI ou sont engagées dans cette démarche. Les 61% se divisent 20% sur totalement engagés, committed, et 41% sur des objectifs établis. Et rapidement, un zoom sur quelques exemples concrets. Donc, on a souligné L'Oréal avec un objectif 2025 sur la neutralité carbone de l'ensemble des sites du groupe. Maison du Monde, objectif 2024 par rapport à 2016, réduction 45% de l'intensité énergétique surfacique de tous les sites. Et Vinci avec un objectif 2030 par rapport à 2018 de réduction de 40% des émissions des gaz à effet de serre sur le scope 1 et 2. Donc, un engagement fort des sociétés
sur ces problématiques-là. Sur la gouvernance, zoom sur 2 sujets. Le premier sujet, rémunération variable. Donc, on voit que 88% des entreprises du panel ont mis en place un système de rémunération variable de leurs mandataires socio-exécutifs sur la base de critères RSE. Je mets l'accent sur le poids en fait de ces critères RSE dans la rémunération. Donc, 12 entreprises en 2020 ont choisi d'avoir un poids de plus de 25% sur la rémunération variable de leurs mandataires socio-exécutifs. Et on voit sur la dernière ligne que en fait, on passe de 44 entreprises à 12 entreprises entre 2019 et 2020 sur un poids de 0 ou non disclosé. Donc, une augmentation sur cette tendance. Et le dernier point ici, pour montrer que 70% des entreprises du panel disposent d'un comité RSE. Et ces comités se rassemblent environ 4 fois par an pour traiter de ces sujets-là. Donc rapidement, sur les financements responsables, c'est véritablement des nouveaux leviers de financement qui voient le jour. Avec dans notre panel 30% des entreprises qui ont eu recours à des financements qui incluent une caractéristique durable. Alors pourquoi cette formulation? Parce qu'il y a plusieurs typologies de financement à caractéristiques durables. Il va y avoir des financements de projets en particulier sur certaines typologies. Donc on peut entendre parler des green bonds, des social bonds ou plus largement des sustainable bonds. Et donc 63% de nos 30 entreprises du panel ont eu recours à ce type de financement qui viennent financer vraiment des projets particuliers sur des typologies précises. Et il peut y avoir des financements. Donc, c'est le cas de 30% des entreprises qui ont eu recours à des Sustainability Linked Bonds sur les 30%. Donc une dizaine, et 4 à des obligations liées à la durabilité, et qui donc là sont des mécaniques de financement qui sont indexées sur les objectifs de durabilité que se sont fixés les entreprises. Donc, on a les financements des projets et des entreprises avec un cadre qui va évoluer, donc avec au niveau de l'Europe la proposition de EU Green Bond Standards qui a été publiée au cours de l'été et qui pourrait rendre plus exigeant le cadre des financements verts en indexant les projets concernés par ce type de financement sur la taxonomie verte européenne sur laquelle on reviendra en fin de présentation. Donc vraiment un recours assez fort sur ce type de financement qui permettent la transformation des entreprises. Et on a pris, alors je vais peut-être me focaliser sur un seul exemple, celui d'Ipsen, donc qui est un Sustainability Linked Loans, donc un prêt indexé sur leurs objectifs de durabilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des objectifs qui sont à la fois sur le pan social avec le pourcentage de femmes au sein de la Global Leadership Team, mais aussi par exemple les émissions de gaz à effet de serre du groupe sur les scopes 1 et 2. Intéressant également à noter sur cet exemple, c'est que Ipsen, sur ces critères qui sont liés à leur prêt, ont appliqué ces mêmes objectifs pour les actions de performance qui ont été attribués aux salariés de l'entreprise. Donc avec vraiment une cohérence entre les objectifs sur les financements externes et les objectifs intrinsèques au personnel dirigeant de l'entreprise et salariés. Merci beaucoup, vous êtes parfaite. Vous êtes dans le timing de cette première partie. Avant de passer la parole à nos panélistes et leur poser quelques questions, je voudrais dire à tous ceux qui suivent ce séminaire, ce webinaire, que vous pouvez poser des questions dans le chat. Elles sont regardées en direct. Si on a un petit peu de temps, je me tournerai vers Pauline pour avoir un petit peu vos échos. Et de toute façon, on les fera circuler entre tous les participants à ce séminaire et les animateurs. Et peut-être
peut-être on pourra vous envoyer des réponses ensuite. Alors, vous l'avez montré et je vous invite tous, bien sûr, à lire l'étude, les slides et l'étude complète parce qu'il y a énormément d'informations. Ce troisième bilan est positif en ce sens qu'il montre des évolutions, mais finalement, Éric Duvaux peut-être, puis Julien Rivals, quelles sont les principales tendances dans la structuration de ce travail, de ces démarches RSE? On voit qu'il y a des points qui sont plus faibles. Est-ce que ça vous paraît normal? Pourquoi? Par exemple, j'ai entendu l'eau, la biodiversité, ça c'est des sujets très importants. Et puis peut-être la pollution industrielle, on est malheureusement à l'anniversaire d'AZF. Beaucoup de choses ont été faites dans les entreprises. Est-ce que le fait que ça apparaisse moins dans les démarches et les bilans, c'est parce que déjà beaucoup de choses sont faites? Je voudrais un petit peu vos sentiments et donc peut-être des marges de progrès. Alors, beaucoup de questions. On a 10 minutes et je vous passe la parole et ensuite je la passerai à Pierre-Emmanuel pour le point de vue de l'État sur le même sujet. Éric. Merci Catherine. D'abord, je voudrais commencer par féliciter les entreprises françaises. Elles sont quand même très en avance par rapport à ce qu'on peut observer en Europe. Donc, alors effectivement, il y a des points de progrès qu'on a essayé de souligner dans l'étude. Mais la première remarque, c'est que la plupart… Alors là, on est sur les grandes entreprises françaises quand même, également. Donc, les grandes entreprises françaises sont en avance. Vous avez noté que donc 80% d'entre elles se fixent des objectifs pluriannuels quantifiés. Et en France, ces objectifs et leur suivi, leur atteinte sont vérifiés par les commissaires aux comptes ou des OTI. Et donc, ce qui est quand même pas le cas le plus fréquent dans le reste des pays européens. Donc, ça place les entreprises françaises à un très haut niveau parce qu'elles prennent des objectifs, elles s'y tiennent. La plupart du temps, elles atteignent leurs objectifs. C'est vérifié, donc c'est très sérieux. Donc, c'est super solide. Mais une fois de plus, ça reflète le travail des grandes entreprises pour l'instant. Et effectivement, c'est probablement plus délicat quand on arrive dans les entreprises de taille intermédiaire. C'est là où il y aura du progrès à faire en France. Ensuite, sur les questions précises que vous avez posées, alors effectivement, la pollution industrielle, elle ressort peu, mais c'est beaucoup malheureusement parce qu'on n'a plus énormément de sites industriels. La biodiversité, c'est un sujet qui est très difficile à appréhender en termes de reporting. La matière est complexe et il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont lieu, mais ça reste un petit peu enfin c'est moins mature que le carbone, évidemment. Sur la stratégie des entreprises françaises, donc tout le monde a compris que la décarbonation était un sujet aussi important que la transformation digitale. Donc les 10 prochaines années, enfin le dernier rapport du GIEC est clair là-dessus, on a encore 10 années devant nous pour émettre autant que l'année 2019. Et donc, le mur arrive dans 10 ans. Et donc, tous les chefs d'entreprise sont convaincus qu'il faut prendre à bras-le-corps ce sujet. Et donc, c'est ce qui est reflété dans l'étude. Moi, j'ai une formule que j'aime bien d'Agnès Pannier-Runacher qui dit l'industrie, c'est 20% des problèmes, des émissions, et c'est 100% des solutions. Je crois que ça a été compris par les chefs d'entreprise depuis l'accord de Paris. Et donc, c'est donc plutôt une vision très positive de l'action des grandes entreprises françaises. Merci. Julien. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte, mais moi, je trouve qu'on est vraiment, enfin peut-être, on a changé de dimension sur ces sujets RSE en l'espace de 18-24 mois. Ça n'a plus rien à voir. Il se trouve qu'on a la chance de faire cette étude ensemble, depuis 3 ans. On voit nettement une évolution. Alors, il y a une deuxième dimension dans notre étude, c'est qu'on regarde par rapport à ce qui est public, écrit, quantifiable, objectivable. On veut prendre une photo la plus objective possible. Il y a aussi ce qu'on peut percevoir. Et moi, je voudrais partager avec vous 3 éléments qui, pour moi, montrent cette accélération telle que je l'ai vécue comme consultant et auditeur sur ces sujets. La première dimension assez forte, c'est qu'on est passé d'une RSE qui se focalisait sur les process internes, les bilans carbone des sièges des entreprises. Il y en avait quand même un paquet. C'est toujours bien, mais enfin, c'était pas… à une RSE qui se focalise sur l'offre et sur les processus, notamment amont et aval de l'entreprise, c'est-à-dire là où sont les impacts lourds.
Là où, alors on ne s'étonne pas que ça rentre, que la RSE, une fois qu'on l'a posée comme ça, rentre pleinement dans la stratégie, parce que c'est effectivement intimement lié à la stratégie business de l'entreprise. Ça, c'est un vrai changement des derniers mois. Le deuxième changement clé pour moi, c'est la montée en puissance des organes de gouvernance. On a une petite discussion avec Eric avant, on lui disait pas assez, donc moi je trouve que il y a déjà une belle évolution. On est de plus en plus, on nous demande de plus en plus de rendre compte lorsqu'on est auditeur auprès des comités d'audit de nos travaux, de nos constats. Moi, j'étais frappé ces derniers mois par la qualité de l'implication des administrateurs des grands groupes sur ces sujets, voire leur connaissance quand même assez pointue sur un certain nombre de thèmes, notamment le climat, pour certains d'entre eux. Alors, peut-être que ce n'est pas suffisant, peut-être qu'il faut continuer à accélérer, il faut continuer à former les administrateurs, mais cette prise en compte est nettement plus forte. Et enfin, la troisième dimension qui ressort, à mon sens, pas assez bien par rapport à la réalité de ce qu'on vit sur le terrain, c'est ces financements adossés à des critères ESG qui ont été évoqués par Julie, où on dit 30% de notre panel des 100 groupes français. En réalité, on est là sur un bilan des publications 2020. Depuis, le temps a continué à couler. On est en septembre 2021. En fait, ce qu'on voit quand on discute avec nos clients, les directions financières, c'est que une grande partie de nos clients sont sollicités par leur banque pour mettre en place ce type de prêt adossé à des critères ESG. Ça se généralise. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça va accélérer la prise en compte de la performance ESG par les entreprises et impliquer les directions financières, ce qui me paraît être un facteur d'accélération. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Emmanuel Belluche, peut-être que vous trouvez qu'on est un petit peu autosatisfait là dans ces interventions. Donc, quelle est votre vision sur les progrès et les attentes? On pourra reparler du futur dans les suites de ce séminaire. Première réaction à cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, permettez-moi de remercier Patrick Martin et le MEDEF pour cette invitation aujourd'hui. Et je souhaite aussi féliciter Deloitte et EY pour la réalisation de ce rapport annuel que je commente pour la deuxième année consécutive et dont je dois dire qu'il est particulièrement instructif. 3 faits marquants à mon sens suite à cette présentation et qui intéressent particulièrement les pouvoirs publics que nous sommes, que je représente. Le premier, c'est celui de la progression de la raison d'être. Alors pour rappel, hein, c'est la loi Pacte de mai 2019 qui a introduit le concept, donc c'est récent. La loi Pacte qui a complété d'une certaine manière la définition des sociétés en demandant qu'elles soient gérées dans leur intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Loi Pacte qui a qui a donné la faculté aux entreprises, aux sociétés de se doter d'une raison d'être, et lorsque cette raison d'être est inscrite dans les statuts, de devenir société à mission. Ce qu'on voit dans votre présentation, c'est que les entreprises prennent le sujet au sérieux, avec une progression de 35% des raisons d'être sur le panel, donc qui est peu ou prou le SBF 120. Donc on voit qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des entreprises de ce panel s'en sont dotées. Alors, lorsqu'il s'agit de les inscrire dans les statuts, on voit que la marche est déjà un petit peu plus haute. On divise par 3 le nombre de sociétés qui l'ont fait. Alors, il y a des questions juridiques qui tiennent à la nature juridique de l'engagement, au rôle des organes sociaux, des questions de responsabilité des administrateurs aussi. Donc, on voit qu'il y a encore du travail. Et puis alors, lorsqu'il s'agit de se doter du statut de société à mission, la marche est encore plus haute. Et on voit que seules 3 entreprises dans le panel s'en sont dotées. Il y en a d'autres, le groupe Rocher par exemple, la Maïf. Mais il est vrai que la société à mission est un statut qui jusqu'à maintenant a davantage concerné les entreprises de taille plus modeste, mais avec néanmoins 250 sociétés à ce jour. Donc c'est le premier point, une forte progression, mais encore un peu de travail. Le second qui a été souligné par Éric Duvaux, c'est celui des grands enjeux qui se sont imposés dans les entreprises. Alors le climat, c'est une évidence, 93% des sociétés du panel s'en sont saisies, mais également des sujets comme l'égalité homme-femme,
sur lesquels, en France, on est très en avance. On a une loi Copé-Zimmermann qui a 10 ans sur la représentation des genres et en particulier des femmes dans les conseils d'administration. Vous savez sans doute qu'il y a une proposition de loi qui va être discutée au Sénat dans les prochaines semaines sur la place des femmes dans les comités exécutifs notamment. Voilà, donc forte progression de ces enjeux. Et puis enfin, le troisième point que je souhaiterais souligner, qui l'a été par Julien Rivals, est celui de la gouvernance. La stratégie RSE, la démarche RSE, c'est clairement invité à l'agenda des sociétés. Les sociétés se fixent des objectifs dans leur démarche RSE, alors même qu'elles ne sont pas sociétés à mission, ce qui est tout à fait encourageant. L'ESG s'invite aussi dans les rémunérations. Il y a une diapositive sur cette question. Alors, vous ne calculez pas de moyenne, mais peu ou prou, ça représenterait 15% de la rémunération fixée selon des critères ESG. Donc, c'est un fait assez nouveau. Et puis, la constitution des comités RSE dans 70% des cas, qui d'ailleurs est une recommandation de Middle Next. Si vous avez vu